Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Face à Dakaractu, a le plaisir aujourd'hui de recevoir M. Ali Ngouille, ministre de l'Industrie et des Mines. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, tout le plaisir est pour nous. Alors, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par le Gabon. On sait que Ali Bongo, fils de son père Omar, a été réélu. Beaucoup de chauffourées ont éclaté, une personne a été tuée, plusieurs blessés. On dit finalement que l'Afrique n'a pas encore dépassé ce genre de situation. En fait, selon les informations qui sont disponibles, effectivement, qui confirment ce que vous dites, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est regrettable qu'en 2016, qu'on ne puisse pas faire des élections sans qu'il y ait des heurts. Cela montre déjà au Sénégal, où est-ce qu'on en est avec notre démocratie. Parce que si vous vous souvenez, depuis d'abord la première alternance avec Diouf, nous avons fini les élections et en l'espace d'une semaine, Abdoulaye Wade fut installé. Et la même chose également s'est passée également lorsque Wade finissait son pouvoir. Les élections, c'était le 25 mars et déjà le 2 avril, le président entre en fonction. Ça montre tout simplement l'état de notre démocratie et c'est regrettable, en tout cas qu'en Afrique, qu'on ne puisse pas aujourd'hui voter et nous départager sereinement par les urnes. Je dis sereinement. Je ne peux pas aujourd'hui me prononcer sur qui a gagné et qui n'a pas gagné. On ne peut avoir que pour le moment les informations officielles, mais c'est regrettable. Mais c'est également sur la base des informations que nous avons, c'est peut-être là aussi les inconvénients d'un système électoral à un tour, où aujourd'hui, c'est avec une majorité relative, on peut gagner. C'est vrai, aujourd'hui, des gens sont en train de dire qu'il a gagné avec 5000 voix, mais même avec une voix, c'est une majorité relative. Et c'est ça également la constitution actuellement du Gabon. Par conséquent, qu'on ne s'attende pas à ce que l'État du Sénégal sanctionne ce que certains appellent ce coup de force. Non, on ne peut pas dire on ne s'attend pas à ce que l'État du Sénégal sanctionne. Même si l'État du Sénégal doit sanctionner en ayant des éléments probants. Ce n'est pas aujourd'hui sur la base des rumeurs. Vous savez, vous vous rappelez, au Sénégal, il n'y a pas aussi longtemps, on a toujours crié victoire à des élections sans pour autant prouver qu'on a gagné. Donc le Sénégal est un pays démocratique et exhorte tous les pays africains à être des pays démocratiques et à respecter la volonté populaire. À ce stade, je pense quand même que c'est prématuré qu'on puisse dire que le Sénégal doit condamner ou doit féliciter. Alors, un fils qui succède à son père, Ali qui succède à Omar, voilà un scénario qu'on ne rencontre qu'en Afrique. Bon, en fait, c'est un scénario aujourd'hui que la démocratie a eu à permettre au Gabon. Peut-être qu'elle le permettra ailleurs. Vous savez également, le fait d'être fils d'eux ne veut pas dire qu'on n'est pas un citoyen qui a des droits. Ce qui est important, c'est que tout simplement que les populations puissent aller aux urnes et voter pour le candidat de leur choix. On ne va pas également interdire à quelqu'un d'être un candidat parce qu'il est uniquement fils d'eux. Et ça poserait également des problèmes de démocratie. Je pense qu'aujourd'hui, en démocratie, ce qui est important, c'est qu'on puisse mettre des barrières très claires pour que les gens puissent voter sereinement et désigner le candidat de leur choix. Il peut être le fils d'eux. Alors, Monsieur le ministre du Sénégal file droit vers une élection présidentielle en 2019. Alors, y a-t-il des garanties pour dire que le Sénégal ne vivra jamais ce que le Gabon est en train de vivre? Non, ça c'est certain. Le Sénégal ne peut pas vivre ce que le Gabon est en train de vivre. Parce que d'abord, le système d'élection est différent. Nous avons aujourd'hui une élection sur le principe à 2 tours, au cas où il n'y a pas au premier tour une victoire nette à une majorité absolue. Donc c'est d'abord différent. Ensuite, quand même, le Sénégal a connu des expériences déjà d'alternance. Nous avons voté sereinement pour Wade en 2000. En 2007, Wade est passé au premier tour. En 2012, il est tombé au deuxième tour, tout simplement. Macky, en 2019, nous souhaitons et nous ferons tout pour qu'il passe au premier tour. Et puis voilà, c'est comme ça également la démocratie. Donc au Sénégal, je ne pense pas. Vous savez, il y a eu beaucoup de bruit des fois avant les élections, mais le lendemain des élections, le lundi, les gens vont au travail. D'accord. Alors, Monsieur le ministre, je rappelle que vous êtes du Djolof, vous êtes ingénieur en génie civil, vous avez été directeur de crédit dans une banque de la place, vous êtes ministre de la République, vous êtes maire de Linguère. Alors, ce n'est pas difficile en tant que maire de cumuler les deux fonctions? Ministre et maire,
Oui, c'est plus difficile quand, de cumuler, mais c'est faisable. Aujourd'hui, je pense que, en tout cas, la commune de Linguère, aujourd'hui, en tout cas, s'en porte mieux. Pourtant, chez vous, vous n'êtes pas considéré comme un messie, il y a toujours des problèmes qui existent. Je ne suis pas un messie, moi je suis juste un Jolof comme eux, qui a eu à, disons, avoir un cursus normal. Je n'ai même pas un cursus extraordinaire, hein. Je suis un ingénieur titulaire d'un MBA en finance et en recherche opérationnelle. Je mets mon expérience à la disposition de la collectivité locale que je dirige après une élection également qui s'est passée de façon tout à fait transparente et démocratique. Un maire messie, bon, je pense que ça n'existe plus maintenant. Quand même, nous avons des différences dans nos différentes façons de contribuer pour le développement de nos collectivités territoriales. Et en termes de réalisation, qu'est-ce que vous avez fait pour votre ville? Je pense quand même que d'abord, je suis maire depuis 2 ans. 2 ans à peu près, moins de 2 mois. Et nous avons quand même dans tous les secteurs fait beaucoup de choses au niveau de Linguère, et il nous reste encore un peu moins de 3 ans pour, et j'en suis sûr, en tout cas, respecter tous les engagements et même aller au-delà de ce que nous avons pris en engagement lorsqu'on briguait la mairie de Linguère, dans tous les domaines, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'environnement, de l'assainissement. Voilà, pratiquement dans tous les secteurs, au niveau des infrastructures. Donc il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de faire, avec d'abord l'appui de la mairie, avec l'appui des fois même des citoyens de Linguère, avec l'appui de la diaspora et avec l'appui de l'État du Sénégal. Alors parlons un peu de l'élection du Conseil des collectivités territoriales. Qu'est-ce qui explique selon vous tout ce bruit qui a émaillé le choix des candidats au sein de Benno Bokk Yakaar? On a comme l'impression que les alliés et vous ne vous entendez pas sur beaucoup de points. Oui, mais vous savez, la politique, ça va également avec le bruit. Je ne pense pas qu'objectivement, qu'on puisse parler de ça. Il faut quand même d'abord le remettre dans son contexte. Cette élection du Haut Conseil des collectivités territoriales, c'est une élection qui se passe entre les conseillers municipaux des départements. Donc le collège électoral est bien circonscrit. Aujourd'hui, moi je peux personnellement comprendre l'attitude de certaines formations politiques qui en réalité savent que si elles partent aux élections, elles ne peuvent pas gagner. Parce qu'on ne peut pas gagner une élection en ne comptant que sur le mécontentement de nos adversaires, pas sur ses propres forces. C'est ça la vérité. Donc ce qui fait que cette élection étant une élection assez particulière, l'APR quand même avait gagné, si vous vous rappelez, comment dirais-je, lors des dernières élections de 2014, mais beaucoup de collectivités locales, pour ne pas dire l'essentiel des collectivités locales, en termes de nombre. Et vous savez, quand on gagne une collectivité locale, même avec une majorité relative, le parti qui gagne a la majorité absolue des conseillers de cette collectivité locale. Absolue. Parce que immédiatement quand vous gagnez, vous prenez tout de suite tout ce qui est liste majoritaire et vous partagez avec les autres la liste proportionnelle. Donc ça veut dire que vous avez une majorité absolue. Donc si vous prenez pratiquement département par département, si l'APR dit qu'elle a gagné une commune, ça veut dire qu'elle a la majorité absolue. Donc ça veut dire qu'en termes de conseillers, nous avons la majorité absolue des conseillers. Ce qui ne nous empêche pas, lorsque le président de la République a eu des concertations avec les différents responsables donc, de la coalition, au plus haut niveau, l'instruction fut donnée à l'ensemble des militants de l'APR de discuter avec les coalitions qui également se sont formées au niveau du sommet, au niveau de la base, pour que, en fonction des forces en présence, qu'on puisse voir si c'est un conseiller, 2 conseillers ou 3 conseillers à investir, selon le cas qu'on négocie. Je donne un cas très simple. Quand je prends le cas de Linguère, du département de Linguère, nous avons un collège électoral qui est constitué de 889 conseillers. Et sur les 889 conseillers, l'APR seul a 607 conseillers. Si nous prenons le Benno Bokk Yakaar, ça veut dire l'APR plus les anciens partis qui sont dans la coalition Benno Bokk Yakaar, nous sommes à 659. Si vous prenez l'URD qui arrive en second, l'URD a 113 conseillers. C'est comme ça que c'est structuré. Donc ça veut dire, si je prends maintenant aujourd'hui le département de Linguère, nous sommes
peut-être largement majoritaire, mais ça n'empêche pas qu'on puisse, même avec ça, aller avec les conseils. Ça dépend. Il y a dans d'autres endroits, les configurations sont différentes. Si vous prenez Dakar, mais le Benno Bokk Yakaar n'a pas beaucoup de conseillers. C'est la raison pour laquelle également, ici, vous ne verrez pas dans les listes de Benno Bokk Yakaar un conseil d'APR, vous verrez le Parti Socialiste ou l'AFP, parce que c'est ici qu'ils sont majoritaires. Alors justement, à Dakar, il y a Taxawu Ndakaaru qui menace de saboter, puisque selon certains de leurs leaders, il y a des problèmes dans l'organisation. Déjà, ce n'est pas encore effectif, il y a beaucoup de choses à changer. Vous savez, moi je pense que, pour le moment, en tout cas, le sentiment que j'ai, c'est qu'on cherche de faux fuyants. Nous avons aujourd'hui, au niveau de Dakar, il faut quand même qu'on se le rappelle, 18 sur les 19 collectivités locales étaient gagnées par Taxawu Dakar. Une seule collectivité locale était gagnée par Benno Bokk Yakaar, c'est la commune de Yoff. Entre-temps, il y a des changements. Les changements, disons, d'abord, ce qui a introduit les changements, c'est au niveau du référendum. Il ne faut quand même pas oublier que aujourd'hui, les conseillers de Benno Bokk Yakaar, de Taxawu Ndakaaru qui sont avec Benno Bokk Yakaar, étaient pour l'institution du Haut Conseil. Taxawu Ndakaaru n'était pas pour l'institution du Haut Conseil. Mais c'est tout à fait logique d'abord que c'est ce qu'ils voulaient, que dans les modifications de la Constitution, que non seulement ça passe, mais qu'il y ait dans ces modifications le Haut Conseil, c'est tout à fait logique qu'il y ait des candidats parmi eux pour le Haut Conseil. D'abord, c'est comme ça qu'il faut, à mon avis, le voir. Le Benno Bokk Yakaar part avec beaucoup de collectivités locales, parce que vous savez, quand les maires qui ont de bons rapports avec le conseil municipal viennent également donc avec de bonnes chances d'avoir ces conseils avec eux. Donc aujourd'hui, c'est ça. En fait, nous avons pratiquement, c'est Taxawu Ndakaaru qui est pratiquement divisé en deux, surtout qui se font face. C'est ça la vérité. Donc, dans un premier temps, on parlait de, comment dire, achat de conscience, j'en ai entendu parler. Bon, et dans un deuxième temps, j'ai entendu ce matin qu'on parle de, comment dirais-je, collège électoral. Vous savez, les élections, il y a d'abord, si vous regardez, chaque commune, à l'issue des élections de 2014, a déjà sa liste de conseillers municipaux. Le collège électoral, c'est quoi? C'est la liste des conseillers municipaux de chaque commune. C'est la liste des conseillers municipaux de chaque commune, plus la liste du conseil départemental. Ici, à Dakar, c'est des conseillers municipaux qui sont partis dans le conseil départemental. Donc, il faut tout simplement éviter le double emploi. Donc, ça veut dire qu'on a, peut-être, c'est vrai, le ministère de l'Intérieur peut le donner, doit le donner certainement, mais je pense que c'est un faux débat. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas besoin, objectivement, du préfet de Linguère pour avoir le collège électoral. Je demande seulement à chaque maire de me donner la liste de ses conseils et je l'ai. Mais, n'empêche qu'ils doivent l'avoir et je pense qu'ils l'auront. Alors, il est aussi fait état d'achat de conscience, surtout dans la zone de Touba, où la coalition patriotique, dans laquelle on retrouve le Bokk Gis Gis et le PDS, on dit que certains leaders de l'APR sont en train d'acheter, bien sûr, des conseillers municipaux. Vous savez, je pense que les gens, là, ils essaient justement d'essayer d'expliquer par avance une défaite qui est prévisible. Moi, je pense que ce qui est cohérent, c'est que les gens analysent le collège électoral et apprécient le champ pour voir s'ils doivent y aller ou pas. J'ai été désigné par le président Macky Sall pour aller dans la région de Diourbel, au nom du secrétariat du parti, rencontrer les les coalitions, notamment la coalition Benno Bokk Yakaar. J'ai fait moi-même la réunion avec le département de Diourbel. Dans cette réunion, nous avions eu, sur les 16 communes de Mbacké, du département de Mbacké, nous avons 11 communes qui sont dans notre coalition. 11 maires qui sont dans notre coalition. Donc, on sait également comment ça marche au niveau de ces mairies. Donc, 11 sur 16, il n'y a que le conseil départemental aujourd'hui qui n'est pas avec nous. Mais raisonnablement, je pense que nous partons avec la faveur des pronostics. Et c'est la même chose presque dans beaucoup de départements. Alors, dernière question par rapport au Conseil des collectivités territoriales. Il y a la défection du PDS à Bambey. De manière générale, le Rewmi qui ne participe pas. Quel commentaire par rapport à ces... Je pense que dans cette élection, ils sont conséquents avec eux-mêmes.
tout simplement. Parce que quand vous... Ça dit que si aujourd'hui, d'abord, premièrement, il faut rappeler qu'ils avaient voté contre l'institution de cette institution, excusez-moi la répétition. Ça, c'est d'abord la première chose lors du référendum. Et la deuxième chose, comme je dis, le collège électoral, quand vous prenez Bambey, nous sommes largement majoritaires en termes de communes qui sont avec nous. Donc, le PDS sait que s'il part également. Et la même chose également valable pour Thiès. En termes de communes et de conseillers qui sont du camp de Benno Bokk Yakaar, nous sommes largement majoritaires. Les deux raisons peuvent justifier que ces partis ne se présentent pas. Voilà. Alors, je rappelle que nous recevons M. Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Industrie et des Mines. Monsieur le ministre, depuis quelque temps, le Sénégal a eu le plaisir de découvrir à travers ses terres et ses eaux des gisements de pétrole et de gaz. Alors, c'est un ouf de soulagement. Beaucoup redoutent le phénomène qui se passe un peu en Afrique, que le Sénégal ait du gaz et du pétrole, mais pourtant, au finish, qui ne se retrouve qu'avec des miettes. Est-ce que le gouvernement sénégalais a pris les dispositions pour tirer profit? Bon, je ne suis plus le ministre de l'énergie, parce qu'au Sénégal, c'est le ministre de l'énergie qui s'occupe de ce secteur. Moi, je m'occupe du secteur minier. Mais j'ai eu peut-être à être ministre de l'énergie lors du premier gouvernement du président Macky Sall. Et c'est vraiment tout à l'honneur du président Macky Sall qu'on trouve sous son magistère du pétrole et du gaz. Notamment, on parle d'un gisement mondial, de classe mondiale pour le gaz, parce qu'en fait, on avait un petit gisement gazier sur le onshore au Sénégal qui est exploité exclusivement pour produire de l'électricité. Donc aujourd'hui, nous avons quand même de bonnes découvertes très intéressantes, en tout cas qui présagent d'un meilleur avenir. Le Sénégal saura tirer en tout cas les leçons de ce qui s'est passé ailleurs pour que ce pétrole-là soit mieux exploité. Ça, je pense qu'à ce niveau... Il n'y a pas de crainte. Non, je n'ai pas de crainte à ce niveau. Nous sommes en train de prendre les dispositions. Déjà, dans les négociations que nous avions passées avec ce sujet, de manière générale, les intérêts du Sénégal ont été préservés. Vous savez, des fois, les gens parlent de beaucoup de choses qu'ils ne maîtrisent pas, mais dans ces négociations en général, le Sénégal peut même être amené à avoir beaucoup plus que la société qui investit. Ça dépend tout simplement de l'importance de la ressource pétrolière ou gazière qui est trouvée dans le bloc. On parle de taux de 10%, c'est pas réel ça? Non, le taux de 10%, ça c'est général, ça c'est l'actionnariat porté par Petrosen au départ. Vous savez, c'est des investissements risqués. Le Sénégal ne peut pas aujourd'hui, avec l'état de nos ressources, se permettre de faire des investissements risqués. Mais, donc, Petrosen porte un taux de 10% sans investir. Et au fur et à mesure que des recherches sont trouvées et qu'il y a de la matière, Petrosen peut tout de suite déjà avoir 20%. Mais ça, c'est un investissement risqué. On ne peut pas aujourd'hui engager Petrosen dans un investissement risqué sans pour autant avoir la ressource. Par exemple, là où on a trouvé de la découverte, si aujourd'hui toutes les études sont faites et que c'est commercialement exploitable, Petrosen du coup peut tout de suite se positionner pour avoir les 20%. Donc c'est ça. Et puis maintenant, au-delà de ça, ça c'est juste l'aspect actionnariat. Il n'y a pas que l'actionnariat, ce que le Sénégal gagne. Il y a les impôts, il y a beaucoup de choses qu'on gagne. Et en définitive, le Sénégal peut, en tout cas sur la base des contrats aujourd'hui miniers qui sont actuellement en cours, même arriver à avoir plus de 50% des ressources générées. Mais par rapport aux interpellations d'Abdoul Mbaye, vous en avez déjà parlé, vous avez même demandé à ce qu'il dit ce qu'il en sait. Par rapport à ces interpellations, est-ce que le gouvernement n'a pas un problème de communication? Parce que les Sénégalais ont besoin d'avoir des informations par rapport aux contrats pétroliers. Le gouvernement a, à mon avis, suffisamment communiqué, que ce soit les interpellations d'où qu'elles puissent venir. C'est ça aujourd'hui qui est important. Si on dit qu'un Sénégalais a des actions dans une société minière, je pense que ce qui intéresse d'abord les Sénégalais, c'est est-ce que ce Sénégalais y a droit? Parce que quand même, on est dans une république qui fonctionne selon des règles bien précises. Je vais mettre une petite parenthèse sur ça et parler même du secteur des télécommunications. Il y a de cela quelques années, lorsque Sonatel entrait en bourse, combien d'actions ont été vendues? Qui a acheté ces actions?
Est-ce que des Sénégalais n'ont pas acheté sans qu'on puisse savoir si c'est des politiques, si c'est des fonctionnaires, si c'est des privés? Combien de Sénégalais sont aujourd'hui où je parle détenteurs d'actions de Sonatel? Mais on ne se pose pas la question. Ils sont des Sénégalais, ils ont le droit de le faire. Aujourd'hui, on accuse un Sénégalais d'être actionnaire d'une structure. Et à ce jour, personne n'a pu le prouver. Personne. Quand on a une structure, surtout de droit sénégalais, qui est installée au Sénégal, qui est créée chez un notaire, enregistrée au greffe du tribunal, on peut quand même accéder à ce dossier pour mettre fin à toute cette polémique. Aujourd'hui, je considère que vous pouvez y accéder, n'importe qui doit pouvoir y accéder, pour dire que cette société dont on parle appartient à telle personne. Ça, c'est d'abord la première chose. Et même si cette personne était actionnaire, ce n'est pas interdit. À plus forte raison qu'on n'a pas encore prouvé que cette personne est actionnaire. Ça, c'est justement ce que j'avais à dire sur ce dossier. Et l'autre élément sur ce dossier en tant que tel, que j'avais déjà eu à dire, le contrat de recherche et de partage de production sur les blocs détenus par d'abord Timis Corporation. Sur ces blocs-là, les négociations ont démarré depuis décembre, je pense, 2011. À l'époque, Macky Sall n'était pas au pouvoir. Le contrat a été conclu et signé par le ministre d'État Karim Wade, contre-signé par le président Wade, daté le 17 janvier 2012. Macky Sall n'était pas au pouvoir. Ça, je peux le dire, je peux l'affirmer, parce que j'ai les éléments que j'ai montrés. Autrement dit? C'est clair. J'ai dit, aujourd'hui, ce bloc a été signé par Wade, daté le 17 janvier 2012. Celui qui a ce bloc avait déjà sa copie avant que Macky n'arrive au pouvoir. Donc, et même mieux, je veux dire même mieux, même le décret qui devait approuver ce contrat avait été déjà signé par le président Abdoulaye Wade et l'ancien premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye. Malheureusement, ce décret n'était pas numéroté jusqu'au 3 avril 2012. On ne peut pas numéroter un décret signé par le président Wade au-delà du 3 avril 2012, tout simplement. D'accord. Alors finalement, l'affaire Petro-Tim ArcelorMittal, est-ce que ces affaires qui continuent d'alimenter l'actualité ne vont pas peser lourd sur votre balance en 2019? Je ne pense pas. De toute façon, vous savez, c'est pas que parce que les gens en ont parlé qu'ils ont pu prouver. Vous savez, si vous vous rappelez la première fois, quand l'ancien président parlait, il avait parlé d'un virement de 60 millions de dollars qu'on a fait dans nos comptes en Afrique du Sud. Moi, personnellement, je n'ai aucun compte en dehors du Sénégal. Donc, quand on dit qu'on a viré dans un compte en Afrique du Sud, alors que je sais que je n'ai pas de compte là-bas, est-ce que ça va continuer à créer la polémique? On n'a qu'à montrer un compte que j'ai, par exemple. C'est ça qui est important. Bon, le reste également, je considère qu'aussi, il ne faut pas exagérer. Moi, c'est de la politique. Il y a certaines déclarations, c'est de la politique politicienne, tout simplement. Il faut peut-être laisser les gens un peu de temps en temps amuser la galerie. D'accord. Monsieur le ministre, la réaction du président Wade en 2019, quels sont les écueils entre... la réaction du président Macky Sall. La réélection du président Macky Sall en 2019. Y a-t-il des écueils qui pourraient vous empêcher de le faire réélire naturellement? Au rythme où vont les choses, avec ce que le président est en train de faire, je pense que raisonnablement, le président devrait passer au premier tour. Et à ceux qui disent qu'il y a une dictature rampante au Sénégal, les fonctionnaires qui ne sont plus autorisés à parler? Non, il faut quand même, là également, remettre les choses à l'ordre. Ce n'est pas que les fonctionnaires ne sont pas autorisés à parler. Vous savez, du fait de nos positions, nous accédons à certaines informations. Je considère qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui savent beaucoup plus que ceux qui ont parlé et qui ne parlent pas. C'est ça la position. Quand vous êtes aujourd'hui un inspecteur, par exemple, des impôts et des domaines, vous avez d'abord des obligations légales et il y a également des choses que le code de déontologie du corps auquel vous appartenez vous interdise. Si vous les transgressez, vous en subissez les conséquences. Il faut également qu'on soit, à mon avis, raisonnable. C'est uniquement ça. Si maintenant, ils considèrent qu'on a fait des choses de manière, je dis, illégale, il y a également des tribunaux. Un décret du président Macky Sall ne peut pas aujourd'hui également épargner, être exempt de sanctions à la Cour suprême si c'est le dernier juge qu'il a tort. Et vous pensez que la radiation était le meilleur moyen de le réduire au silence? Non, on ne le réduit pas au silence. C'est le meilleur moyen de l'écarter déjà sur l'accès à ces informations, tout simplement. On n'essaie pas de réduire au silence quelqu'un. Réduire au silence, c'est trop fort. D'accord. On est en démocratie, les gens sont libres de s'exprimer.
Et si le juge annule le décret? Ah, mais on est obligé de s'y conformer. On est dans une république. Tout simplement. D'accord. Alors, Monsieur le ministre, nous sommes au terme de cette émission. Nous ne pouvons pas ne pas parler, bien sûr, vous l'avez déjà évoqué, sans donner le nom, le cas Aliou Sall. Le cas Aliou Sall, est-ce qu'aujourd'hui, au sein de votre parti, vous n'êtes pas en train de discuter un peu pour qu'il éclaircisse un peu les moyens financiers dont il est Aliou, je ne lui connais même pas de moyens financiers. Ce n'est pas un cas, sincèrement. Moi, en tout cas, Aliou Sall que je connais, je ne lui connais pas de moyens financiers. Aujourd'hui, qui mérite, il n'a pas plus de moyens financiers que moi. Donc, je ne vois pas pourquoi déjà ça nous intéresse tant. Abdoul Mbaye, pèse-t-il lourd devant vous? Politiquement? Politiquement. Pas encore, il n'a pas encore prouvé. Vous savez ce qu'on pèse au niveau du vote, au niveau des électeurs, il faut d'abord aller aux élections. S'il va aux élections, on saura ce qu'il pèse. Mais tant que c'est par les médias ou bien par des lettres, on ne peut pas savoir le poids de quelqu'un. Si quelqu'un veut peser lourd, il y a des échéances. Aujourd'hui, nous allons vers des élections législatives. Si aujourd'hui, Abdoul ou quelqu'un d'autre veut se mesurer, c'est une première occasion. Donc dans moins d'un an, déjà. Idrissa Seck, ça vous inspire quoi? C'est la dégringolade aujourd'hui qui va continuer. En tout cas, depuis, c'est ce que également les élections ont montré, malgré tout le bruit. Aujourd'hui, nous assistons tous les jours. Vous n'avez qu'à regarder la courbe de ces performances électorales depuis 2007. Voilà, la dernière question. Depuis quelque temps, on a remarqué que c'est vous qui êtes envoyé à Touba dans les cérémonies religieuses. C'est en fait une activité très périlleuse. On se rappelle que Ousmane Ngom et Bekay Diop en ont fait les frais. Quel est votre secret? Non, d'abord, je rends grâce à Dieu déjà en tant que talibé mouride que le président m'envoie dans ces cérémonies. Bon, en tant que talibé, je connais un peu, en tout cas, la mentalité. Et puis voilà, ce que je fais à chaque fois que j'y vais, je me prépare, tout simplement. Donc je n'improvise pas. Et je me prépare et puis sereinement, je suis aujourd'hui bien accepté par la communauté. Je rends grâce à Dieu d'avoir en tout cas eu ce privilège, tout simplement. Mais pour autant, je considère que c'est tout simplement une mission parmi tant d'autres que le président peut nous confier, qu'il peut également confier à d'autres, parce qu'il arrive des fois que je ne suis pas au Sénégal, mais ça n'empêche pas le gouvernement d'y aller et de se faire représenter sereinement dans ces cérémonies. Monsieur le ministre, merci. Votre dernier mot? Je remercie tout simplement d'être passé nous voir et d'échanger avec nous sur l'actualité qui est très intéressante dans ce pays comme en dehors du pays. Et je pense que les réponses que nous avons données, en tout cas, vous satisfont également, donneront de la satisfaction à tous ceux qui nous écouteront. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. C'est la fin de cette émission Face à Dakaractu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.